Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, Claude Bacard, Vincent Guibert, donc Claude Bacard, président de la CDE, Vincent Guibert, associé historiquement fondateur du cabinet. Très heureux de vous retrouver ici dans cet espace numérique. Je vois parmi la liste des participants quelques noms connus, je les salue tout particulièrement. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Comment faire en sorte que les collaborateurs s'attellent aux tâches qui leur sont confiées, avec les bonnes priorités, trouvent du temps pour s'y mettre. Hein, c'est tout ça, ce qu'on appelle l'engagement finalement. C'est un vaste sujet, c'est ce dont on va parler ce matin. Alors, je vais couper la caméra pour éviter tout problème de débit et de transmission et on la remettra à la fin. Alors, pour commencer, avant de passer la parole à Claude qui va vous présenter le cabinet, à la fois l'ordre du jour, donc un petit tour de présentation qui ne sera pas long. On va parler des conditions à mettre en place pour susciter l'engagement. On conclura par notre offre, en particulier notre offre de formation sur les questions de management de proximité. Il y aura un temps de questions-réponses à la fin, mais si vous souhaitez intervenir dans le chat, là, vous pourrez tout à fait le faire. On répondra aux questions au fur et à mesure ou en fin de session. Et dans l'après-midi, vous recevrez un lien pour le replay. Et puis, si vous le souhaitez, on vous enverra la copie des transparents. Voilà. Claude, si tu nous entends, je te laisse la parole. Claude est sur un gros projet aux confins de l'Europe et de l'Asie en ce moment, donc j'espère que la connexion fonctionne bien. Si tu nous entends, Claude, vas-y. Alors, est-ce que tu nous entends ? Moi, j'entends rien. Je ne sais pas si on entend. Moi, j'entends rien. Est-ce que dans le chat, désolé, est-ce que quelqu'un peut me dire si on entend Claude ou pas? Non, on n'entend pas. Bon, désolé, ce sont les aléas du direct, comme on dit. Claude, si tu arrives à te reconnecter ou à couper ton micro, tu interviens quand tu veux. Bon, je vais juste reprendre la main pour présenter le cabinet en quelques mots. CDE, c'est un cabinet que j'ai démarré il y a une vingtaine d'années même. Et en janvier 2023, on a rejoint le groupe FICOM, qui est un groupe franco-tunisien qui complète très bien, on se complète très bien en termes de couverture géographique et de prestations. Nos métiers, quels sont-ils? C'est de contribuer aux transformations dans plutôt des TPE, des grosses PME, des ETI ou des business units de grands comptes, publics ou privés d'ailleurs. La mission qu'on se donne, c'est de faire réussir les projets de transformation de nos clients et puis surtout de faire en sorte que ces projets se pérennisent et que les acquis s'en pérennisent grâce à des méthodes de management, à la mise en place de certains logiciels, voilà, des pratiques de management qui traitent à parité, on va dire, la performance économique d'une entité et le facteur humain. Voilà. Alors, parmi ces pratiques, il y a tout ce qui concerne, bien évidemment, le comportement des managers, en particulier depuis la crise Covid, qui ont obligé un peu les entreprises à accélérer leur transformation, à changer leurs pratiques, voilà, ce qui induit de nouvelles façons de manager.
Donc nous, en conséquence, on a adapté, on a digitalisé aussi notre offre. On avait commencé un petit peu avant. Voilà, d'où nos interventions aujourd'hui qui allient le meilleur du numérique et du présentiel, parce qu'on parle beaucoup de placer l'humain au centre du management. Donc du coup, c'est pas facile de placer l'humain au centre du management quand on fait tout à distance. Hein. Et j'ai en tête, et l'un de vous aussi, une opération de formation qui a commencé en pleine pandémie et qui s'est déroulée en pleine pandémie. Et finalement, on y a trouvé des bénéfices en termes de maintien du lien, de faire en sorte d'avoir des groupes. Finalement, où il y avait des managers qui venaient de différents endroits de la France. C'était beaucoup plus facile que de les faire tous venir à Paris, Bordeaux, Toulouse ou Rennes, par exemple. Voilà. Alors, on parle d'engagement. Quand on parle d'engagement, deux, trois stats. Selon une étude Gallup là, qui date de quelques années, il n'y avait que 13% des salariés mondiaux qui se déclaraient engagés au travail. Alors, on reviendra sur la définition hein, de ce que c'est. Taux qui chute à 9% pour les salariés français. Ce qui veut dire que 91% d'entre eux s'estiment activement désengagés ou désengagés. Il y a d'autres études qui montrent que l'impact PIB, alors sur la France, hein, 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros, c'est 5 points de PIB, hein, l'air de rien. Il y a une étude plus récente qui est intéressante, qui a montré que finalement, quand on regarde les différences de productivité entre une entreprise et une autre, même au sein d'un même secteur, si on arrive à voir l'influence des pratiques de management, ben on dit que ça pèse pour 20% dans les différences de productivité. Donc, on dit c'est marginal. Donc, comme tout phénomène marginal, c'est important. Il y a aussi voilà, plus de la moitié des répondants. Là, alors, je vous ai mis en bas, vous avez les références hein, des enquêtes. 60% des répondants déclarent que la cause de leur désengagement, c'est leur manager. On dit souvent, les employés rejoignent une entreprise, une image, un projet, un espoir, et ils quittent un manager. Ben voilà, hein, on y est là. Alors, ce dont on parle là, c'est plutôt du désengagement. Alors, comment on définit hein, en préambule ce phénomène de désengagement ça va être une diminution progressive hein, de l'implication du collaborateur dans son travail, voire vis-à-vis de l'entreprise. Alors, c'est une mécanique assez insidieuse parce que ça se traduit pas par des signes visibles ou audibles de protestation, de revendication ou autre. Hein. En bref, le désengagé ne met pas de gilet jaune, mais il ralentit. Donc, ça commence par des silences, des absences, des passivités. On fait ses heures, on applique le processus. Avant, on trouvait le temps. Maintenant, on n'a plus le temps de s'occuper de ceci ou de cela. Hein, alors qu'avant, on en faisait un petit peu plus pour boucler un dossier ou rester un peu plus tard. Voilà. Donc, alors souvent, c'est un découragement dû au contexte ambiant, l'impression qu'il n'est pas reconnu pour ses efforts, pour ses progrès, frustré de se sentir mis devant le fait accompli, voilà, découragé par des demandes dont il voit pas le sens ou qui jugent ineptes. Enfin bref, il y a plein de raisons qui font que le collaborateur, petit à petit, lève le pied, ralentit, plus ou moins consciemment d'ailleurs, et donc il se sent quelque part libéré de l'engagement moral hein, qu'il est à son entreprise. Donc les conséquences, bien sûr, on les connaît, on en a vu quelques exemples économiques là à l'instant, hein, mais ça peut aussi rejaillir sur le moral de l'équipe. Alors, voilà, que peut faire le management justement pour endiguer ce phénomène? Alors, très très modestement, hein, sans avoir la prétention de répondre à tout, on va balayer là 6 conditions hein, qui permettent, à notre sens, de créer ou de recréer et de maintenir un haut niveau d'engagement chez les collaborateurs. Alors, n'hésitez pas, hein, tout au long de cette session-là à réagir, hein, et puis éventuellement à nous dire, bah oui, chez nous, ça se passe comme ça, chez nous, ça se passe pas comme ça, on comprend pas, etc. Alors, première de ces 6 conditions, c'est le sentiment de participer, entre guillemets, à une aventure, hein, à un projet d'entreprise. Alors, le projet avec un P majuscule, là, qu'est-ce que c'est? C'est une démarche globale qui s'inscrit dans les démarches stratégiques, on va dire, hein, mais qui permet surtout de décliner une stratégie d'entreprise, de la concrétiser en un axe de développement, projet, chantier, etc., etc. Bon, vous connaissez tout ça hein, dans vos entreprises dès qu'il y a une transformation. C'est ce qui va fédérer hein, le management autour des grands objectifs et des grandes missions. Qu'il s'agisse d'ailleurs d'une transformation au sens usuel, d'une réorganisation, de lancement de nouveaux produits, de fusion-acquisition, de choses comme ça. Hein. Le projet, qu'est-ce qu'il fait? En premier, il précise la vision des dirigeants,
il exprime leurs ambitions, hein, le cap, là où ils veulent aller, ambitions financières et non financières d'ailleurs, et ce de plus en plus, parce qu'avec la transposition de la directive européenne CSRD là, dans les entreprises françaises dans les années qui viennent, tous les projets d'entreprises, que ce soit des entreprises à mission ou autres, vont devoir intégrer la composante sociale, sociétale, environnementale. Hein. Donc ce projet, il expose en gros les grandes priorités et puis les projets avec des P minuscules hein, à réaliser. C'est ça qui va donner du sens hein, à ce qui sera demandé aux collaborateurs, qui va fournir des premiers repères, et puis qui va rassurer les employés hein, sur le fait que la direction, elle sait où elle va, elle va guider de comment s'y prendre, et puis surtout, elle sait expliquer à chaque entité, à chaque collaborateur, quel est son rôle là-dedans, comment il va contribuer à cette réussite. Et en fait, c'est la nature collective et participative de cette démarche qui va permettre un premier niveau de compréhension, un premier niveau d'appropriation hein, des missions, des rôles, priorités, objectifs, etc. Hein. C'est la première étape dans toute conduite du changement et c'est aussi, c'est peut-être ça le plus important d'ailleurs, celle qui permet aux collaborateurs de s'exprimer, de poser des questions, de faire part d'éventuelles réserves, de craintes, de doutes, de difficultés qu'il peut pressentir ou autres. Et vous savez comme moi que si ce n'est pas entendu, eh bien, ça se transformera en fameuse résistance au changement. Donc, c'est ça qu'il va falloir éviter. Donc là, on est sur ce qu'on appelle le premier niveau d'engagement collectif. Hein, on reviendra là-dessus. Deuxième sujet qui est important, c'est ce qu'on appelle la légitimité, l'adéquation aux valeurs. Hein. Parce que dans le même temps, les collaborateurs, s'engageront pleinement que dans des actions qui leur paraissent légitimes en regard de leur propre système de valeurs. Hein. Ce sentiment d'agir en phase avec ces valeurs, c'est un puissant levier de motivation. Hein. Donc on en a parlé, au-delà de l'apport économique, quel est l'apport sociétal, la mission de l'entreprise, comment cette mission est-elle servie hein, par les actions qui sont engagées. Bon, à l'opposé, par exemple, on peut donner un ou deux exemples. Imaginez ce que peuvent ressentir des collaborateurs dont les dirigeants sont englués dans des affaires financières, les ingénieurs qui travaillaient chez Volkswagen au moment du Dieselgate, là où en ce moment, imaginez que vous êtes vendeur d'eau en bouteille, hein, où on a appris que l'eau en bouteille était aussi pleine de cochonneries que des eaux qui ne sont pas en bouteille. Voilà. Donc, quand il y a cet écart là, avec les valeurs, c'est pas favorable à l'engagement. Alors ça, c'est particulièrement vrai chez les jeunes générations, en regard du comportement social, sociétal, écologique hein, de l'entreprise. Alors sachant que les jeunes générations, ou ce qu'on appelait les générations Y ou Z, ça va jusqu'à 35-40 ans. Donc c'est des gens qui commencent à être à un certain niveau hein, dans l'entreprise. Troisième condition, une espèce de certitude qu'on a les moyens au sens large, donc moyens financiers, matériels, humains, compétences, bien sûr, le temps disponible, hein, parce que le moindre doute là-dessus, ça va être désastreux en matière d'engagement. Hein, donc tout individu doit être certain que son environnement professionnel hein, lui permettra, le moment venu, non seulement de disposer des compétences et des outils aussi qui vont lui permettre de faire ce qu'il appelle bien faire son travail. Hein, parce que les gens sont consciencieux, ils ont envie de s'atteler en confiance hein, aux tâches qui leur sont données, aux efforts qui leur sont demandés. Bon, alors si cette condition elle n'est pas respectée, eh bien, soit il va rien se passer, soit les gens vont s'y mettre, mais ça va créer beaucoup de stress. Alors, juste une petite parenthèse hein, sur la définition officielle hein, du stress, qui est, si ma mémoire est bonne, le sentiment qu'on n'a pas les moyens d'atteindre la perception qu'on a de ses objectifs. Bon, alors vous voyez, c'est doublement subjectif, parce qu'on parle de sentiment et de perception. Mais en premier, quand même, se pose la question des moyens. C'est-à-dire, si on estime qu'on n'a pas les moyens, le temps, les outils, quoi que ce soit, d'atteindre la perception qu'on a de ses objectifs, on rentre en stress. Hein. Et donc là encore, la responsabilité de la direction, elle est considérable. Hein. C'est l'un des rôles, entre autres, du manager de proximité, c'est d'ajuster les moyens et les objectifs. Alors, en traitant ces questions subjectives de perception, c'est là que c'est pas facile. Hein. C'est-à-dire montrer qu'il y a des moyens quand ils sont là, parce que parfois le collaborateur s'en rend pas compte, ou ajuster, relativiser les objectifs, parce que parfois les collaborateurs placent la barre trop haut.
Moi, ça m'est arrivé, chez des clients ou même dans ma vie de manager, de me rendre compte que des collaborateurs avaient une vision beaucoup trop ambitieuse de ce qu'attendait la direction. Alors peut-être que la direction l'avait mal expliqué, hein, mais n'empêche que voilà, ils étaient là-dedans. Alors, faut pas non plus que le manager soit dans le déni d'une réalité. Hein. S'il n'y a pas de moyens, faut pas prétendre qu'il y en a, ou qu'il soit le perroquet de la direction, si je puis dire, en disant mais si c'est facile, il y a qu'à, etc., etc. Bref. Quatrième condition, c'est le sentiment qu'on progresse. C'est-à-dire, au-delà de l'accès aux moyens, presque chaque tâche, chaque action engagée, elle doit permettre aux collaborateurs, mois après mois, hein, de progresser dans son métier, d'acquérir des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, des nouveaux savoir-faire, de se sentir en permanence plus à l'aise, hein, dans son quotidien, au sein de son entreprise, et puis mieux employable, hein, aujourd'hui comme demain. Quand on donne des formations en management, quand on pose la question de qu'est-ce qui motive le plus les collaborateurs, bon, souvent d'avoir un manager qui fait acte de leadership, qui partage l'information, etc. Mais quand on revient sur ce qui les motive à titre personnel, c'est parce que je vais apprendre quelque chose. Je m'y mets parce que je vais apprendre quelque chose. Voilà, le sentiment de progresser. Et donc là-dedans, le rôle du manager aussi, il est essentiel. Par exemple, quand il alloue ou qu'il délègue hein, des tâches progressivement, et ce, en fonction du niveau de compétence réel du collaborateur, et non pas en fonction du niveau de compétence prétendu par le collaborateur ou supposé par le manager. Hein. Alors là encore, chez les jeunes générations, ce qu'on constate, c'est une tendance à se lasser rapidement ou à demander plus souvent des évolutions, des formations. Oh ben voilà, ça fait 6 mois que je fais ce job, j'en ai fait le tour, j'aimerais bien faire autre chose, etc., etc. Donc là aussi, être comment dire, rusé en tant que manager hein, pour multiplier les petites victoires et les petits paliers hein, de progression, on va dire, pour le collaborateur. Cinquième condition, bon, l'ambiance de travail, hein, les conditions de travail, c'est une évidence. Et là, on est sur des conditions matérielles, morales aussi, bien au-delà de... Alors, il y a quelques années, on parlait de plantes vertes, de baby-foot, de trucs comme ça. Bon, si vous avez des plantes vertes et du baby-foot et que, notamment dans les startups, et que les managers se comportent comme des petits chefs ou comme des dictateurs, les plantes vertes, ça sert à rien. Hein. Donc, voilà, la question, c'est quel sentiment, finalement ressentent les collaborateurs à l'idée d'aller chaque matin au bureau ou de se connecter à la première visio. Donc, on est sur toutes les questions de santé, sécurité au travail, aménagement du poste de travail, de l'atelier, des bureaux, etc. Le bon fonctionnement des logiciels, hein, ça peut être un logiciel qui bug sans arrêt, ça peut être extrêmement démoralisant et désengageant. Et puis, on est sur toutes les questions de comportement, pas seulement du manager, hein, comportement des collègues, des clients, si on autorise les gens à se parler n'importe comment, il y a quoi, une dizaine d'années, on avait un de nos consultants qui était dans un leader de la banque, que je ne nommerai pas plus que ça. Il revient un jour, il me dit « c'est terrible, les gens se parlent comme des chiens, le patron arrive, il dit même pas bonjour le matin, bref. » Donc ça nous avait poussé à écrire un truc qui s'appelle la charte de courtoisie au travail, que vous trouverez sur notre site web. On le voit bien dans la façon dont les gens écrivent certains mails. Pas bonjour au début, pas merci à la fin. Mon arrière-grand-mère avait une expression très, très grossière que je me dispenserais de relater ici dans ce cas-là. Bref, si les conditions sont délétères, si le manager se comporte comme un petit chef, le collaborateur, il ne sera pas en mesure hein, de donner le meilleur de lui-même. Voilà. Et tout ça, ce sera la dernière condition. On le résume sous le terme de management équitable. Hein, à savoir, outre qu'il est directement responsable de la bonne tenue, je dirais, des 5 points qu'on a évoqués là à l'instant, le management, il est directement responsable, on l'a vu, du niveau de désengagement et donc du niveau d'engagement de ses salariés. Hein. Donc ça se traduira au quotidien par comportement courtois, on vient d'en parler, comportement bienveillant, ce qui ne veut pas dire bisounours ou Club Med, hein, ne nous méprenons pas. Ce qu'on attend du manager, c'est qu'il puisse exprimer clairement hein, des exigences précises. Voilà, j'attends de toi ou j'attends de l'équipe que ça se transforme en objectif atteignable. Que le manager soit dans une posture d'écoute active, sincère, attentive, en regard des difficultés pressenties, des difficultés rencontrées, des doutes hein, des collaborateurs,
Qui sache aussi recadrer hein, ce qui doit l'être quand c'est nécessaire. Quand il faut remettre un collaborateur dans le droit chemin, c'est nécessaire pour le collaborateur, mais c'est aussi nécessaire pour le moral de l'équipe, parce que si on voit que quelqu'un dérive, hein, que ce soit une question de comportement, d'arriver en retard aux réunions, de nez dans le téléphone pendant une réunion, pendant des formations, des choses comme ça, si le manager recadre pas, les autres vont se dire ouais, qu'est-ce qu'il fait, mais moi aussi je vais m'y mettre, etc., etc. Hein. Et puis parmi les autres champs, il y a celui de la reconnaissance et de la valorisation. Hein. Savoir reconnaître les initiatives, les efforts, les progrès, les résultats, les choses comme ça. Bon. Et bien sûr, il y a la question des rémunérations. Hein. Surtout, en ce moment, on est en période d'inflation, de réduction du pouvoir d'achat. Mais faut pas croire hein, qu'une promotion ou une augmentation, ça suffise à provoquer l'engagement. Bon. Alors, ce qui est terrible, c'est que leur absence contribue largement au désengagement. Mais là aussi, dans les enquêtes, alors elles datent un peu les enquêtes là-dessus, mais souvent les rémunérations, ça vient en 3e ou 4e facteur de motivation derrière la qualité du management ou des choses comme ça. Hein. Voilà. Donc c'est tout ça hein, qui contribue à ce qu'on appelle le leadership hein, du management et qui favorise la motivation de ces équipes. Voilà. Bon, de tout ça, qu'est-ce qu'on en retient? Eh bien, c'est la faute du management, une fois de plus, hein, et que le management est un levier majeur, voire le levier clé hein, de l'engagement des salariés, en tout cas le levier interne, parce que bien évidemment, le manager peut pas grand-chose sur la conjoncture économique, le contexte sociopolitique ambiant qui contribue hein, aussi. Mais, comment dire, ceci est une autre histoire. Alors juste 2 mots, on a beaucoup parlé de management. 21e siècle, qu'est-ce que c'est que manager? Le manager, c'est plus le garde-chiourme qu'il était le contremaître 19e siècle, là, appointé par les familles ou les possédants pour pouvoir gérer le quotidien. C'est moins qu'avant aussi le manager analytique qu'on rencontrait après la Deuxième Guerre, quand il s'agissait de segmenter la clientèle, de bien benchmarker la concurrence et toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on est dans un management plus collaboratif, plus horizontal, plus à l'écoute, hein, on l'a dit, des difficultés des collaborateurs. Et alors nous, là aussi, très modestement, on dit il y a 5 conditions hein, à respecter pour se dire qu'on manage. En premier, avoir exprimé une exigence de performance, et avoir très précisément défini la performance à atteindre. Voilà, et que cette performance ne soit pas seulement un résultat opérationnel, mais qu'elle porte aussi sur la manière dont le management et dont le collaborateur va s'y prendre hein, pour atteindre ces niveaux de performance, que ce soit vis-à-vis des clients, des collaborateurs, des fournisseurs ou autres. Que ces actions, elles se situent dans le périmètre de management, hein, c'est-à-dire chaque manager, il a un périmètre, c'est une équipe, c'est un projet, c'est une fonction quand on est sur un périmètre transverse, et on attend du manager qu'il agisse dans son périmètre de management. C'est-à-dire qu'il n'attende pas que les autres fassent ceci, cela pour se mettre à manager. Hein. En veillant en permanence à la condition de motivation hein, de ces équipes, en gros les 5-6 conditions là qu'on vient d'évoquer, et puis en faisant en sorte que les collaborateurs se trouvent bien au travail. Voilà, le tout dans le contexte qu'on connaît, hein, qui est pas facile, de perpétuel changement, d'innovation, de transformation, etc., qui oblige le manager à maîtriser un nombre de registres assez conséquent. C'est peut-être ça qui explique, on y reviendra une autre fois, que de moins en moins de collaborateurs veulent devenir managers, surtout s'ils n'ont pas bénéficié d'un bon management quand ils étaient jeunes. Voilà. Alors tout ça, dans la pratique, de façon très prosaïque, si je veux dire, ça se décline au travers de ce qu'on appelle, nous, des outils hein, de management. C'est des comportements adoptés, des manières de faire face à telle situation, soit en collectif ou en individuel. Ça se concrétise en trame de réunion, préparation de réunion, ordre du jour de réunion, ou entretien individuel, hein, qui convient de maîtriser, comme le solfège quand on fait de la musique, ou comme les gestes de base hein, d'une pratique sportive. Voilà, on ne devient pas joueur de piano, saxophone, ou golfeur, ou tennisman, voilà, sans passer par certaines étapes d'apprentissage. Alors, on va en voir quelques exemples et une illustration. Déjà, s'il y a un truc à retenir là ce matin, c'est ça en matière on va dire de pilotage des collaborateurs, c'est cette alternance entre temps collectif et temps individuel. Hein, c'est ça qui va faciliter l'appropriation.
premier temps, alors l'objectif c'est quoi? C'est de faire en sorte que chez tout collaborateur, il y ait un capital confiance supérieur aux doutes hein, ou aux craintes qu'il ressent, parce que cette différence entre la confiance et le doute, c'est créateur d'énergie. L'énergie, c'est dont on a besoin pour se mettre en mouvement, et se mettre en mouvement, mouvement, motivation, voilà, tout ça, c'est les mêmes racines étymologiques. Alors, ça va être des temps collectifs, donc temps de cadrage collectif, le projet, hein, dont on a parlé là tout à l'heure. Il y a aussi une autre pratique qu'on appelle le lancement. Le lancement, ça consiste à rassembler, alors ça peut être la conférence de début d'année ou ça peut être le lancement d'un projet. Hein. On rassemble son équipe ou la totalité de son effectif. Voilà, on fait part d'éléments de contexte, des grands objectifs, des priorités, des choses comme ça. Ça peut être le lancement, ça peut être l'étape d'après, la constitution du projet. Et puis, de façon plus précise, on fait part des exigences, alors de ce qu'on attend de tel type ou telle entité. Et ça doit être immédiatement, dans les jours ou dans les semaines qui suivent, ça doit être suivi de temps de cadrage individuel. Alors nous, bon, ces temps de cadrage, c'est là encore un temps d'écoute hein, des craintes, des difficultés des collaborateurs. C'est un temps d'expression précise des attentes qui se transforment en objectifs. Alors nous, on appelle ça contrat de performance et de moyens parce que ça définit les niveaux de performance à atteindre et puis ça définit aussi les moyens dont le collaborateur estime avoir besoin hein, pour réaliser son job. Et c'est en particulier vrai pour des managers eux-mêmes. Hein. Et c'est ça qui finalement... Alors le contrat de performance et de moyens, souvent il est homothétique du projet d'entreprise, il peut s'étendre sur plusieurs années. Et la photographie pour l'année courante, de ça nous donne la feuille d'objectif pour l'année qui vient. Bon. Et ensuite, les temps de suivi, le miroir de ce qu'on appelle le temps de lancement, c'est le temps de bilan. Hein. Alors, bilan, c'est pas règlement de compte. Hein. Bilan, c'est on fait le point sur ce qui a été acquis, on regarde si les résultats sont en phase avec ce qui était attendu. S'ils le sont, on appelle ça bilan positif de résultats positifs, bilan plus plus. S'ils le sont pas, on appelle ça bilan positif de résultats négatifs, parce que bon, les bilans négatifs, il n'y a pas besoin de nous. Certains managers savent très bien les faire, donc ça s'apprend pas. Nous, on enseigne le bilan positif. Bon, à chaque fois, on regarde les résultats, puis si les résultats sont pas là, on regarde comment le temps qui précède a été joué, puis quelles sont les corrections de trajectoire hein, qu'il faut apporter. Éventuellement, on en donne un petit coup sur les règles du jeu hein, à suivre. Et puis, dernier élément, les temps de suivi individuels. Donc, l'entretien individuel annuel, bien sûr, mais un an, c'est long, surtout en ce moment, je dirais, et il s'en passe beaucoup en un an. Donc, nous, on conseille plutôt de ce qu'on appelle des EPS, entretiens de pilotage séquentiel, qui sont des entretiens, alors tous les 3-4 mois, voilà, il en faut 2-3 dans l'année. Hein. C'est différent de l'entretien de pilotage hebdo ou des choses comme ça. On prend un petit peu de recul, on regarde où en est le collaborateur par rapport à ses objectifs, par rapport à ses priorités, quelles sont les difficultés qu'il a, qu'est-ce qu'il a réussi, etc. Et vous voyez, c'est l'imbrication hein, de tout ça qui crée des conditions les plus favorables possibles hein, à l'appropriation. Alors tout ça, ça prend du temps. Hein, ça prend du temps pour les managers. Et d'ailleurs, un de nos webinaires, là, dans 1 ou 2 mois, je ne sais plus, est consacré à comment organiser son temps pour être manager. Ce sera précédé d'une enquête que vous recevrez là-dessus, parce qu'effectivement, être manager, vous voyez, tenir tous ces entretiens, et encore là, on n'a pas mis toute la palette, c'est chronophage, ça prend du temps, mais voilà, c'est ça qui crée des conditions favorables hein, à l'appropriation. Alors, cette notion de levier d'engagement, d'ailleurs, on parlait de management équitable tout à l'heure, donc nous, management équitable, là, on définit ça comme des pratiques de management qui traitent à parité le bien-être des collaborateurs et la performance économique de l'entreprise, sachant que c'est le bien-être des collaborateurs qui crée la performance économique et pas l'inverse. Hein. Croire que la performance économique suffit, on citera ce bon monsieur Tchuruk qui, il y a 20 ans, voulait des entreprises sans usine. Eh ben bravo, hein, il a réussi à faire d'Alcatel ce qu'on en sait, c'est-à-dire plus rien du tout. Donc la performance économique, si elle contribue à l'engagement des collaborateurs, c'est pas une condition sine qua non, c'est l'inverse, c'est parce que les gens vont bien que les boîtes se portent bien. Donc on la retrouve dans plusieurs points
hein, de la charte. Donc l'entreprise ambitieuse et exemplaire, c'est le projet. Hein, le projet, sa déclinaison, sa communication. L'humain au centre du management, ce sont les pratiques relationnelles, comportementales, hein, au jour le jour du manager. Des managers responsables et impliqués, ça c'est plus l'aspect RH, hein, rémunération, évolution des compétences, respect de toutes les diversités, égalité, respect des enjeux de sécurité au travail, et puis l'entreprise éthique et citoyenne, bon, c'est tout le volet sociétal et le lien entre l'entreprise et son environnement. Alors cette charte, elle a été écrite par des managers il y a une bonne dizaine ou quinzaine d'années. Maintenant, on parlait à peine de RSE et encore moins d'entreprise à mission ou de choses comme ça. Mais enfin, c'est ça qui est clair, hein, dans nos interventions. Voilà. Bon, on en a à peu près fini, hein, avec le contenu du webinaire. Donc 2 mots sur l'offre qu'on propose, hein, qui permet de mettre ça en œuvre. On a une offre qui se décompose en trois niveaux, hein, en gros. Chacun de ces 3 niveaux, ça répond à une préoccupation majeure, hein, des entreprises, et c'est fait pour vous guider finalement dans les différentes phases d'expression, de formulation, de communication, voilà, d'ingénierie, de formation de vos projets, d'utilisation quotidienne de nouvelles technologies même. Dans ce contexte, alors on est dans le post-Covid, dans l'inflation, les pénuries, l'angoisse climatique, l'angoisse géopolitique, conjoncture économique incertaine, bref, qui font que plus que jamais le management doit entretenir le moral des troupes, hein, en travaillant sur le projet d'entité. Donc c'est l'aspect stratégie. Donc sur la stratégie, d'une part, le projet d'entité, les questions d'organisation, de définition de l'offre, en particulier la complémentarité ACDE, FICOM que j'évoquais en début de session, elle joue beaucoup dans ce domaine-là. Ensuite, il s'agit de donner aux managers les outils pour manager. Hein, moi, il n'y a rien qui m'interpelle le plus qu'un manager qui me dit qu'il n'a pas le temps de manager. Souvent, ça veut dire qu'il ne sait pas, en fait, qu'il n'a pas les outils. Donc, leur donner les clés, hein, pour qu'ils aient les moyens d'accompagner les équipes durant les périodes de changement. Mais les périodes de changement, ça veut rien dire parce que le changement, il est permanent, donc c'est tout le temps. Et puis ensuite, ce qu'on appelle action, c'est la maîtrise de tous les outils collaboratifs, donc en particulier management de projet, gestion de processus, outils de reporting, de business intelligence, hein, de choses comme ça. Voilà, dans toutes leurs phases de travail au quotidien. Et sur la droite, là, vous avez quelques-unes des entreprises chez qui on a intervenu sur l'un ou l'autre de ces étages. Alors, en particulier, la partie PlanOps Manager, elle se compose d'outils diagnostiques et de formation. Donc, dans les outils diagnostiques, il y en a qui sont spécifiques à CDE, il y en a qui sont pas de nous, hein. Enfin voilà, on maîtrise comme ça une demi-douzaine d'outils de diagnostic pour diagnostic global des pratiques de management ou diagnostic plus flash, hein, des pratiques de management, ou bien une évaluation 360 degrés des compétences en management, une auto-évaluation des compétences en management. Alors MOCA, ça veut dire mener, organiser, communiquer, accompagner. C'est comme ça en creux qu'on définit la mission du manager de nos jours. Ensuite, il y a les très classiques tests de Karasek là, sur le stress au travail. Et puis, parmi la palette d'outils, nous on aime bien travailler avec RC Blanchard, donc c'est manager directif, délégatif, participatif, etc. Et puis, un outil là aussi exclusif à CDE, plus pour les organisations par projet, des outils qui permettent d'évaluer la maturité de votre organisation PMO ou de votre fonctionnement par projet. Nos formations, hein, alors on est certifié Calliope, nos formations, donc elles concernent le management de projet, le management, un peu la gestion de la relation client. On a aussi des compétences en ingénierie de formation, hein, proprement dite. Donc ces formations, elles peuvent se dérouler en présentiel, en classe virtuelle, comme aujourd'hui par exemple, à distance, et pour certaines en e-learning à la demande, hein. On est certifié Calliope, donc ça permet une prise en charge par les OPCO, une reconnaissance officielle, hein, du temps de formation. Surtout, bon, c'est un gage de qualité. Ça nous oblige à être un petit peu exigeant dans la préparation, dans le cadrage, hein, de nos formations. Par exemple, et ça on le faisait bien avant d'être certifié Calliope, on demande systématiquement à un représentant de la direction d'intervenir quelques minutes lors du lancement de chaque groupe de formation, donc le premier quart d'heure, hein, si vous avez un séminaire qui se fait en
en je sais pas, 4 fois 2 jours de formation avec 2 journées chaque mois, ben voilà, le premier quart d'heure, pour chaque groupe, on a un dirigeant qui vient, et de même, on demande à ce dirigeant de revenir lors du tour final, le jour du dernier séminaire. J'ai des noms, j'en connais un parmi vous là dans la salle, qui peut en témoigner pour y avoir participé. Le contenu de la formation. Alors là, on zoome sur la formation manager de proximité. Voilà. En premier, qu'est-ce que c'est le manager d'aujourd'hui, hein, voilà, qu'est-ce qu'on attend, quelle est la posture, hein, du manager. En deuxième, c'est justement ce dont on a parlé aujourd'hui, susciter l'engagement collectif. Et vous voyez que quasiment les 3 suivants, focaliser les collaborateurs, c'est leur donner, voilà, bien leur préciser ce qu'on attend, accompagner la montée en compétences, la délégation, susciter l'engagement individuel, ça c'est les questions de reconnaissance et de valorisation, voilà. Tout ça, ça contribue, hein, à l'engagement, au fait que les gens s'y mettent. Et puis les 3 autres modules, les 3 derniers modules, bon, animer le collectif, c'est plus les techniques d'animation, de réunion, ou de groupe de travail, ou d'atelier, ou de choses comme ça, avec un peu les outils modernes là, de partage d'informations, les outils virtuels aussi, hein, en ligne. Assurer le respect d'un engagement, c'est un euphémisme pour dire l'autorité, hein, du manager, les différentes étapes de recadrage. Souvent, ce module, on le customise d'ailleurs avec la direction RH et puis les systèmes de suivi de sanctions, hein, qui peuvent être en place. Et puis on boucle sur différentes facettes du leadership, en revenant sur quelques notions très légères, mais de droit du travail. Il y a un truc aujourd'hui que certains managers connaissent pas, c'est le pouvoir de direction, par exemple, le pouvoir de sanction. On parle entreprise libérée, management équitable, bon, c'est bien joli tout ça, mais comme disait un célèbre président de la République, un chef, c'est fait pour chefer. Et le manager et le dirigeant, il a une prérogative, c'est-à-dire que c'est lui qui décide de ce que font les collaborateurs, hein, et c'est pas personne d'autre. Donc il faut là aussi donner des outils pour permettre aux managers d'être en assurance, hein, vis-à-vis de ce qu'ils font. Voilà. Donc tout ça sont 8 parcours, en gros, hein, 8 journées de formation ou 8 sessions de 3 heures en e-learning. Voilà, on en a terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, je regarde. Non, écoutez, il n'y a pas de questions. Alors parfois, la question qu'on nous pose, c'est combien de temps ça prend, tout ça, est-ce qu'on fait du spécifique ou autre. Bon, rien n'est standard, hein, dans nos formations. On part d'une trame connue et en premier, on s'attache à identifier avec nos clients quelles sont les situations qui posent le plus de problèmes, hein, en manager. Et puis on part de ça pour bâtir des études de cas qui font l'objet d'ateliers, de jeux de rôle, de choses comme ça pendant les formations. Voilà, écoutez, merci pour votre attention. Vous avez là le programme des prochains webinaires. Réussir les recrutements, intégration avec la TMA. Alors TMA, c'est une technique de profilage comportemental, hein, des individus qui est assez puissante. Pour ceux qui connaissent la ProcessCom, c'est de la ProcessCom un peu plus musclée. Ensuite, le 18 avril, on va traiter la question de l'organisation, hein, comment s'organiser pour, entre parenthèses, bien manager, comment structurer son temps, hein, de management. Le 23 mai, on reparlera plus précisément de stress et de risques psychosociaux. Et le 20 juin, on sera un peu plus technique sur le management par projet, hein, à la fois comme facteur de motivation et puis comme facteur d'optimisation de réussite et du ROI des projets qu'on entreprend. Voilà, on en a terminé. Alors, je ne sais pas, Claude, si tu es revenu et si tu peux... Non, si ton micro fonctionne et si tu peux intervenir. Non, j'ai pas l'impression. Écoutez, Claude vous salue, de même que moi. On se retrouve pour certains d'entre vous dans un petit mois pour parler TMA. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Mon seul regret, vous voyez, quand on est en visio, là, comme ça, c'est qu'on puisse pas prendre l'apéro ensemble après. Ça, on le faisait à l'époque des séminaires
en présentiel. Voilà, le numérique a ses avantages, mais il a quelques petits inconvénients également. On vous souhaite une très bonne fin de journée et on vous dit à bientôt. Au revoir.